que les Gilets jaunes ont brisé Emmanuel Macron. Ils ont brisé son élan, ils ont brisé sa trajectoire et plus que ça, ils ont brisé sa jeunesse. Hier soir, à la télévision, Emmanuel Macron n'avait pas l'âge de son état civil, 40 ans, il en avait 50. Est-ce que ce bilan suffit aux Gilets jaunes? Puisqu'on le sait aujourd'hui, un journaliste, c'est soit un chômeur, soit une pute. Non, non, non. Ah, ouais. Bonjour, Xavier Poussard, donc de Faits et Documents. Je pense que la revue est connue de la plupart d'entre vous. Je vais quand même repréciser de quoi il s'agit. Donc, revue bimensuelle fondée en 1996 par Emmanuel Ratier, donc qui a été son rédacteur jusqu'à son décès en 2015. Et suite à son décès, Faits et Documents pour lequel j'ai travaillé disons depuis assez jeune puisque je m'ennuyais dans mes études et pour lequel je rédigeais les portraits, les enquêtes et j'avais développé un partenariat avec le site Égalité Réconciliation. Pour ceux qui vont sur Égalité Réconciliation, il y avait beaucoup de portraits qu'on mettait en ligne à cette époque-là, puisque effectivement en termes d'effectifs on était deux, donc déjà le double. Et donc suite au décès d'Emmanuel Ratier, ça nous est apparu comme une évidence, tous les gens qui travaillaient avec lui, qui l'informaient de manière plus ou moins formelle, informelle, de continuer à faire Faits et Documents, donc qui est une revue qui a la spécificité dans les publications nationalistes d'être une revue d'investigation, donc avec des informations que vous ne trouverez pas ailleurs, et des informations peu connues, et surtout je dirais une investigation qui se veut prospectiviste, c'est-à-dire qu'on va aborder des sujets qui vont être rendus publics, je dirais 1 an ou 2 ans après. Par exemple, on a été les premiers à parler de Michel Marchand, qui est toujours la papesse de la presse People et qui gère l'image du couple Macron, de tous les problèmes de conflit d'intérêts que ça pose, de vie privée et ainsi de suite. Et aujourd'hui, un livre est sorti chez Grasset sur Michel Marchand, où sont reprises un peu les informations de nos portraits. On publie les listes des membres du Club Le Siècle avec des biographies détaillées et qui vont être repris ensuite dans des livres d'autres journalistes d'investigation. Par exemple, on a publié une enquête sur Daniel Kretinsky, qui est un oligarque tchèque qui est en train de racheter une bonne partie de la presse française et dont on sent que un mot d'ordre a été passé par certains réseaux pour dire qu'il était pro-russe, alors que tout ça n'est pas si évident. On a été les premiers à publier une enquête sur Daniel Kretinsky qui a été repris ensuite et pillé dans la presse mainstream, toujours en enlevant tout ce qui dérange, c'est-à-dire les rapports avec la franc-maçonnerie. Par exemple, je prends sur Daniel Kretinsky, qui est introduit en France par un haut gradé de la maçonnerie qui s'appelle Étienne Berthier, qui est lié à EDF, qui est une boîte avec une forte présence maçonnique. Et donc il est introduit en France par Étienne Berthier, et ensuite tous les articles de presse qui repompent notre portrait ne reprennent pas l'information sur Étienne Berthier, qui est l'information bien évidemment qui dérange et donc ausculte. Et quand on regarde le journaliste qui signe l'enquête, et ben on voit systématiquement que c'est un frère et que tout est couvert comme ça. Par exemple, l'affaire Alexis Kohler, dont certains ont peut-être entendu parler, donc secrétaire général de l'Élysée. Donc c'est l'homme qui gouverne la France. Qui est pris dans une affaire de conflit d'intérêts parce que sa famille est liée à MSC Croisière et il a travaillé pour cette société alors qu'il était à l'agence des participations de l'État, c'est-à-dire qu'il était des deux côtés de la chaîne sans avoir précisé qu'il y avait un lien familial. On l'avait sorti dans Faits et Documents, c'est sorti 6 mois après dans Mediapart. Donc Faits et Documents, c'est pourquoi vous abonner à Faits et Documents. D'abord pour être informé à l'avance, deuxièmement pour nous soutenir, pour avoir le vrai dessous des cartes. Le vrai dessous des cartes, ça me semble central. D'ailleurs, à propos, on discutait tout à l'heure avec Pierre à propos de Papacito.
qui effectivement est une personnalité qui monte, qui a du talent, mais qui politiquement va pas voir certaines choses. Et bon, je lisais son interview dans Réfléchir et Agir, il expliquait que Golnadel, c'était un vrai patriote français. Alors dans le dernier numéro de Nous, on ne dit pas du tout ça. Voilà, dans le dernier numéro de Faits et Documents qu'on va du coup offrir à Papacito, on a une grosse enquête sur Gilles-William Golnadel, ses réseaux, où par exemple, Gilles-William Golnadel explique qu'il est plus au CRIF pour justement se distancier, et on explique comment en fait il s'est simplement fait remplacer par son associé dans son cabinet d'avocat dans le listing, mais en fait il y est toujours et garde le contrôle sur le CRIF avec Meyer Habib. Et les deux étant pilotés bien sûr depuis Israël, et Francis Khalifa n'étant qu'un porte-coton, quoi. Donc on fait des grosses enquêtes. On a fait une grosse enquête aussi sur les Wildenstein, c'est une importante famille de l'oligarchie mondiale qui contrôle le marché de l'art à l'international, qui ne payent pas 1 euro d'impôt dans aucun des pays. Donc ça peut aussi intéresser les gens qui sont en ce moment complètement saignés de savoir qu'il y a des gens qui sont dispensés de payer des impôts partout, parce qu'en fait ils vivent partout et nulle part. La terre, c'est chez eux. Voilà ce système dévoilé par l'avocate. Après des années d'enquête dans les paradis fiscaux, elle a établi un organigramme de ce vaste montage financier. Des comptes en banque, des sociétés écrans et surtout des trusts. Des outils financiers complexes régis par ces contrats. C'est précisément dans ces trusts qu'est enregistrée la collection de tableaux du marchand d'art. Domiciliés dans des paradis fiscaux, ces trusts n'ont pas été déclarés lors de la succession de Daniel Wildenstein. Et évidemment, on apprend qu'ils ont financé Mitterrand, Bayrou, Sarkozy, Le Canuet. Ils ont arrosé Power, ils ont arrosé absolument tout le monde. Donc voilà, donc Faits et Documents. Et puis évidemment, l'actualité maçonnique, on est la seule revue à aborder ces questions-là, c'est-à-dire qui est qui. Quand vous voyez une personnalité à la télévision, qui c'est, qui représente vraiment. Donc les loges, son appartenance religieuse, les liens familiaux très importants qui sont jamais évoqués. Parce qu'évidemment tout ça n'est pas politiquement correct. Si vous commencez à parler de la religion, est-ce que c'est pas un peu de la discrimination, de la vie privée, est-ce que c'est pas un peu de la diffamation, et ainsi de suite. Donc, et puis il y a la loi sur le secret des affaires qui est en train d'arriver, donc bientôt on pourra vraiment plus rien dire. Donc on est extrêmement précautionneux. Faits et Documents a jamais eu un seul procès. Les informations sont constamment reprises dans la presse, y compris la presse adverse, et ce qui est malheureux, c'est qu'on a presque plus de contact avec la presse adverse qu'avec la presse et le milieu soi-disant nationaliste, où en fait plus on creuse, plus on découvre qu'il n'y a pas de nationalistes, et il y a encore moins de milieux. Voilà. Donc Faits et Documents, abonnez-vous, donc faitsdocuments.com, et puis sinon on a des bulletins là-haut, et puis vous pouvez évidemment consulter la revue. Mesdames, Messieurs, je remercie les organisateurs de nous avoir invités dans cette magnifique ville de Lille. Alors, je vous dis un mot de l'hebdomadaire que j'ai l'honneur de diriger. Donc, Rivarol est un hebdomadaire qui a été fondé en 1951. Nous avons traversé 2 républiques et 10 présidents de la République, de Vincent Auriol à Emmanuel Macron. 68 ans déjà, c'est presque toute une vie. Et je crois que nous avons le record de saisie et de procès. Nous avons battu Minute. Vous savez, le journal Minute, dont Pierre Desproges disait, dans Minute, on peut lire les aventures de Pinochet quand il était petit. Car dans Pinochet, il y a Hocher. Alors, donc, ce que je veux dire... non, mais c'est Desproges, mais il faut être un peu desprogien. Je parle de Desproges, c'est le 30e anniversaire de sa mort, et je veux dire qu'il y a des choses qu'il disait lui-même qu'on ne pourrait plus dire aujourd'hui, avec certains humoristes.
par Dieudonné, bien sûr. Dieudonné disait c'est un métier difficile, presque en danger, être humoriste, mais être journaliste aussi. Si on a un journaliste de combat, un journaliste d'opinion, c'est compliqué. Donc on a traversé de République, du président de la République. Alors je vous dis un petit peu les fondamentaux de Rivarol brièvement, depuis son origine jusqu'à aujourd'hui. C'est un journal qui n'a jamais été très résistant, comme disait Khaletti à la fin de la guerre. Je ne me sens pas très résistante. C'est-à-dire qu'en réalité, les gens qui l'ont fondé étaient plus proches du maréchal Pétain, et même certains un peu plus à droite, ou un peu plus à gauche, tout dépend de la façon dont on s'exprime, mais disons que, en clair, on est passé en 70 ans on a traversé 70 ans, on est passé de l'étoile jaune au gilet jaune, si j'ose dire, bon, mais on a traversé tous ces siècles, mais toutes ces décennies, n'exagérons pas, mais ce qu'il faut bien comprendre fondamentalement, c'est que le système sur lequel repose l'ordre mondial aujourd'hui est un système qui est très contestable parce qu'il repose sur la diabolisation des nationalismes, du patriotisme. Bardèche t'explique très bien dans Nuremberg ou la Terre promise, ce qu'a souvent expliqué Vincent Renoir, ce qu'a repris Alain Soral, ce qu'on a souvent dit nous aussi, c'est qu'il faut bien comprendre que tout ce qui repose sur l'amour de la famille, de la tradition, du métier, des racines est suspect aujourd'hui, et déjà depuis un certain nombre de décennies, d'abord à cause de la religion droit de l'homiste, et cette religion droit de l'homiste s'exprime très fortement depuis un certain nombre de décennies par ce qu'il faut appeler le culte ou la religion, en quelque sorte, la religion de la... Et c'est pourquoi on en parle quand même beaucoup, et j'en parle parce que il y a un grand homme, le professeur Forisson, qui est mort il y a quelques semaines, et je dois dire que c'est notre honneur à Rivarol d'avoir toujours soutenu son combat depuis l'origine, je dirais même avant lui. On a publié Racinier qui a écrit dans Rivarol, bon, on a de très bon rapport avec Bardèche qui a écrit aussi des articles, et puis qui était de la génération de nos fondateurs, puisque les fondateurs c'était René Maliavin, c'était des gens extrêmement courageux, qui ont d'ailleurs été en prison pour leurs écrits au départ, parce qu'au début de la 4e République, il y avait une épuration gaulo-communiste assez forte, et même assez sanglante, et la presse était sous le registre de l'autorisation préalable. Il fallait donc avoir une autorisation préalable pour pouvoir être diffusée. Et c'est vrai que je parle de Rivarol qui a été fondé en janvier 1951, mais vous aviez avant, qui existe toujours d'ailleurs, même s'il est plus modeste aujourd'hui, le mensuel Écrit de Paris, qui a été fondé carrément fin 1944, ce qui était une prouesse absolument exceptionnelle à cette époque. Et c'est vrai que globalement, on peut considérer que ce journal, Rivarol, et ce mensuel Écrit de Paris ont gardé la même ligne sur l'essentiel depuis à peu près 70 ans maintenant. Donc, le refus du système né de 1945, qui est un système, je dirais, essentiellement cosmopolite. Et on le voit très bien par, je l'ai dit, la diabolisation de la famille, la diabolisation, je dirais, la perte des frontières physiques et morales. Frontières physiques, on le voit très bien, bon, l'Union européenne a beaucoup joué là-dedans, et frontières morales, on le voit avec l'homosexualisme, le lobby LGBT. Il faut bien comprendre que les deux forces coalisées, en quelque sorte, qui nous détruisent aujourd'hui, c'est d'une part le lobby LGBT, d'autre part les migrants. Et c'est pas un hasard d'ailleurs que ce soit un petit peu deux lobbies qui sont soutenus par les mêmes. Si vous allez sur le site de la LICRA, par exemple, ou des organisations de ce type, vous verrez qu'en général, ils défendent à la fois le lobby LGBT de manière explicite, et également ce qu'ils appellent la lutte contre toutes les formes de racisme, d'antisémitisme, de discrimination. Or, la vie, par définition, elle est discriminatoire. La discrimination n'est pas forcément négative en soi. Discriminer, c'est choisir. Lorsqu'on choisit une femme parmi d'autres pour se marier, on discrimine. Tout est discrimination, tout est exclusion. Le club de tennis est exclusion, la famille est exclusion, la propriété est exclusion. Bon. Et donc, on en arrive à une forme de non-sens, puisqu'aussi bien tout ce qui paraissait légitime autrefois ne l'est plus, de sorte que toutes nos défenses immunitaires sont détruites. Enfin, je ne veux pas revenir sur des choses que vous savez aussi bien que moi, mais il est certain que, par exemple, ce n'est pas un hasard si dès l'école primaire, et à travers la télévision, le cinéma, le divertissement, on fait en sorte que des générations entières développent une forme d'ethnomasochisme, de repentance par rapport au passé, et de ce qu'il faut bien appeler une forme de judéo-servilité également, puisque si bien à l'école primaire, et puis par la suite, on fait faire des processions au Struthof, au Auschwitz, on fait venir des déportés dans les classes, etc. Et tout ça, ça n'est pas innocent. Le système ne dépenserait pas tant d'argent que cela.
et ne déploierait pas tant d'efforts que cela si c'était sans importance et sans intérêt. C'est évident que la mémoire, en quelque sorte, conditionne l'avenir. Et il est évident qu'on ne veut pas créer des nationalistes, on ne veut pas favoriser des générations de gens qui seront hostiles à l'immigration massive, à la destruction de la famille, à la destruction de la société, à la destruction des corps intermédiaires et de nos traditions les plus légitimes et les plus ancrées. Et donc, c'est vraiment un combat global qui s'aggrave d'ailleurs, qui s'intensifie au fil des années, d'autant que, vous avez pu le constater, il y a toute une série de législations d'exception. Aujourd'hui, ça a commencé avec la loi Pleven en 1972, qui n'a pas été appliquée immédiatement, mais qui a commencé à l'être au milieu des années 80, qui a été renforcée par la loi Guesso. C'est le fameux procès de 1983 qui les a affolés. Alors, ils ont été affolés, et ils ont dit, il faut une loi spéciale. C'est Fabius qui a pris la tête de cette campagne, on ne le dit pas. C'est Fabius, j'ai tous les éléments, et qui s'est battu pendant des années, et qui enfin, grâce à un scandale développé autour de l'affaire de Carpentras, dans l'émotion, a réussi à faire voter à la majorité, mais pas du tout à l'unanimité, cette loi. D'ailleurs, soit dit au passage, il n'y a même pas besoin de la loi Guesso, parce que Le Pen et Frisson ont été condamnés avant même, et fortement, avant même que la loi Guesso ait été promulguée et appliquée, puisque je rappelle que Frisson a été condamné dès le début des années 80, il n'y a pas de loi Guesso, et Le Pen, pour le détail, le premier détail, en 1987, il a été condamné en 91 à plus d'1 million de francs à l'époque, 1,2 million de francs d'amende et dommages et intérêts, alors qu'il n'y avait pas encore la loi Guesso, puisque l'affaire remontait à 87. Donc je crois que c'était pour consentement à l'horrible, je crois. Donc ils peuvent, on peut toujours arriver à condamner quelqu'un. Donc finalement c'est presque un aveu de faiblesse, cette loi Guesso. Donc il ne faut pas oublier qu'elle est née en Israël en 1986, puis en Occident, donc d'abord en France en 1990, et qu'elle a essaimé, ce qui fait qu'aujourd'hui elle est en place un arsenal répressif équivalent ou semblable dans une trentaine de pays, dans la plupart des pays d'Europe de l'Ouest. Vous avez également l'équivalent au Canada, même nos voisins suisses ont voté cela il y a une vingtaine d'années, et ce qui fait que le directeur du Courrier du Continent était bien qu'octogénaire, a été en prison quelques mois, parce qu'il y a une traque aux vieillards, il n'y a plus le respect des anciens aujourd'hui, c'est la traque aux vieillards lorsqu'on va rechercher des nonagénaires allemands subclaquants, on voit très bien ce pourquoi c'est fait. Donc il y a ce combat-là donc contre notre histoire, parce qu'il faut refuser toute forme de... Et puis il y a le combat évidemment contre l'immigration massive. Vous savez, on a eu la chance d'avoir un grand polémiste, un grand pamphlétaire comme Pierre-Antoine Cousteau, mais aussi comme Robaté à Rivarol. Et Cousteau avait écrit un article prophétique en 1958, quelques semaines avant de mourir d'un cancer du poumon, et il disait dans cet article intitulé « Être ou ne plus être », il annonçait, il n'y a pas une ligne à changer dans cet article. D'ailleurs, dites-vous bien que c'est lorsque vous avez des gens qu'on peut relire des décennies après, où il n'y a quasiment pas une virgule à changer, qu'on a affaire à de grands penseurs. Par exemple, Bardèche, si vous lisez Nuremberg ou la Terre promise, il n'y a rien à changer finalement. C'est ça qui est assez admirable. Alors qu'il y en a d'autres, 15 jours après, c'est déjà périmé et à mettre à la poubelle. Bon. Et donc c'est ça, c'est là où on voit les plus grands. Et donc là, en l'occurrence, Cousteau, en 58, Être ou ne plus être, il montre bien qu'il va y avoir une invasion de l'Europe et de l'Occident. Et il montre bien pourquoi il n'y aura pas de réaction à cela. Et il est évident que, je suis désolé de le dire, mais que la défaite des puissances de l'Axe ou des fascismes en 1945, quelles que soient les réserves éventuelles qu'on peut avoir sur tel ou tel mouvement ou telle initiative, a été une catastrophe pour l'Europe et l'Occident. C'est évident. Plus on avance dans le temps, plus c'est évident, puisque ce sont des principes mortifères qui l'ont emporté, des principes de dissolution, de destruction de nos identités. Bon, regardez même le Royaume-Uni, qui était officiellement du côté des vainqueurs, ils ont perdu leur empire colonial. Et il suffit d'aller à Londres ou dans d'autres villes d'Angleterre pour se rendre compte à quel point finalement ce pays qui a été un des plus puissants du monde est envahi actuellement, est en déclin. Bon, donc même, je dirais, et même les États-Unis d'Amérique, dont on dit toujours qu'elle c'est la première puissance mondiale, il y a beaucoup quand même d'éléments de déclin. On dit que autour de 2050, les Blancs, ils seront minoritaires. Ce qui est vrai aux États-Unis est vrai également en France. Entre 2040 et 2050, c'est le cas. C'est déjà le cas dans un certain nombre de villes et de banlieues. On le sait également pour les naissances étrangères, notamment en Île-de-France, qui sont très majoritaires.
Et donc on voit très bien que ce que Renaud Camus a appelé le grand remplacement, bien que lui-même ne fasse pas de gosse, c'est pour cause. Parce que ça c'est aussi un des problèmes auxquels on est confronté, c'est qu'on a affaire à une dénatalité qui est très importante. C'est-à-dire qu'au même moment, et d'ailleurs c'est pas un hasard, où on votait la loi sur l'avortement, on faisait le regroupement familial, c'est-à-dire qu'on importe des enfants qu'on ne fait plus, hein, on importe des hommes massivement, et le fait que ça ait été fait en même temps, et qu'on aille toujours plus loin là-dedans, puisque en même temps qu'on donne de plus en plus de droits aux migrants, on favorise par tous les moyens l'avortement, y compris, et c'est que l'avortement est remboursé à 100%, hein, y compris la moindre échographie, alors que même pour des maladies non mineures, non anodines, c'est pas un remboursement à 100%, donc on voit très bien qu'il y a vraiment une culture de mort, une volonté de mort, qui est absolument... Mais Renaud Camus, il essaie, mais ça marche pas. Il y a au moins l'intention. Oui. Oui, ce qu'il en sortira n'ira jamais en maternelle. Et donc, encore qu'avec les progrès de la science, on ne sait pas, mais bon, ce qui permettrait à Bergoglio de bénir ce qui en sortirait. Mais ce que je veux dire, fondamentalement, c'est que, donc voilà, donc c'est un problème aussi auquel on est confronté, c'est que je constate, et il est vrai qu'il c'est très difficile, et je dirais surtout pour le mâle blanc, c'est très difficile aujourd'hui d'arriver à fonder un foyer, des familles nombreuses, que c'est compliqué parce que le système s'est beaucoup acharné sur la femme, qui par définition est le cœur et l'âme du foyer, le caractère très mortifère, très nocif de ce qu'on appelait la presse féminine notamment, genre Elle, Gala. Qui ont promu un égoïsme, un individualisme, un rejet de l'homme, etc. Et un rejet de la maternité, un rejet de la fonction traditionnelle de la femme et de l'épouse, et de la mère de famille, etc. Ça n'a pas été sans conséquence non plus. Et tout ça, ça a été voulu, bien évidemment, dans la destruction de la société. Par exemple, autrefois, dans la plupart des foyers, un salaire suffisait pour s'en sortir. L'homme, alors c'était pas toujours le Club Med, bon, une avance d'ailleurs, bon, mais fondamentalement, les gens s'en sortaient plus ou moins. Bon, or aujourd'hui, sauf vraiment avoir des revenus considérables, ce qui est très rare, le salaire masculin ne suffit plus. Ce qui fait que cela oblige à avoir souvent deux voitures, surtout quand on habite en province ou en banlieue. Et évidemment, même pour l'éducation des enfants, c'est problématique parce que la mère de famille est moins présente, etc. Bon. Donc tout ça, c'était un changement de société qui a été évidemment voulu. Et on voit très bien que, notamment le mouvement des Gilets jaunes, montre bien que les classes moyennes, qui sont toujours les plus pénalisées, parce que pendant des années, moi je me rappelle, dans mon enfance, on nous encourageait à acheter des voitures diesel. On nous disait, c'est très intéressant, ça revient moins cher que l'essence, on peut faire plus de kilomètres avec, ça use moins le véhicule. Et maintenant, dans ce coup, il y a une diabolisation du diesel. Bon. Et je veux dire, d'ailleurs, soit dit en passant, pour ouvrir une parenthèse, que ce qu'on appelle l'écologie, qui était née à droite avec le docteur Carrel et tout ça, qui aujourd'hui est contrôlée par la gauche, c'est une des pires choses qui nous soit arrivée depuis 30 ans, parce que ces verts, ils sont à fond immigrationnistes, sans frontiéristes, tant sur le plan physique que moral, pour la légalisation des drogues, pour l'ouverture de salles de shoot, enfin pour toutes les déviances, hein, qui ne sont pas du tout pour la défense de la nature, de la qualité de la vie, absolument pas. Bon. Et donc je me méfie beaucoup de tout ce qui est relatif à ces notions de développement durable, de réchauffement climatique, d'origine humaine, etc. Car comme le faisait remarquer, parce que vous savez, il y a un discours catastrophiste dans tout ça, les banquises vont fondre, on va tous se noyer, etc. Bon, je veux dire, or comme le faisait remarquer le professeur Martinez, faites un exemple chez vous, vous mettez un glaçon dans un verre, quand le glaçon fond, l'eau ne monte pas dans le verre. Hein. Bon, voilà. Donc je veux dire, c'est là, il y a un moment donné, il faut aussi avoir un peu de réflexion critique. Bon, voilà. Faites l'expérience avec un bon whisky, faites l'expérience. Du Bourbon, par exemple. Faites l'expérience. Vous verrez. Bien. Alors, donc voilà un peu. Donc il faut vraiment, je crois, avoir une distance critique, refuser le prêt-à-penser idéologique, refuser le mensonge sous toutes ses formes. Et puis c'est vrai que dans Rivarol, on essaye de développer sur la forme une tradition polémique et pamphlétaire. Alors ça nous fait parfois des ennemis, mais comme dit l'adage, beaucoup d'ennemis, beaucoup d'honneur. Hein. Et d'autre part, c'est quand même une tradition française quand même. Je pense quand même qu'il faut qu'il y ait quand même un petit peu d'humour, d'ironie. Alors évidemment, pas pour des gens qui ne le méritent pas, qui ne méritent pas d'être attaqués, mais il y a des gens qui méritent de l'être, hein, surtout des gens de mauvaise foi ou des gens vraiment nocifs. Et il me paraît nécessaire, et même parfois lorsque
Xavier disait tout à l'heure nos milieux, ironiquement, c'est vrai que même dans nos milieux large au sensu, avec tous les guillemets nécessaires, c'est parfois nécessaire de dire un certain nombre de choses. Bon, lorsqu'il y a une forme de trahison des idées, du combat, une forme de pusillanimité excessive, on ne peut pas demander à tout le monde d'avoir exactement les mêmes positions sur tous les sujets, bien sûr, mais il y a quand même un minimum. Et il me semble que, par exemple, comme le disait très bien notre ami, on ne peut pas faire l'économie de la question qui est un élément essentiel. Ce n'est pas le seul élément, mais c'est un élément quand même qui est important et qu'on voit quand même tous les jours. Regardez encore ce qui s'est passé là ces jours-ci avec le maréchal Pétain. Qu'est-ce qu'on reproche au maréchal Pétain finalement? C'est essentiellement le statut des Juifs en 40 et tout ce qui est lié à la déportation, etc. Donc tout ce qu'il a pu faire de bien en 98 et même en 40-44, le fait qu'il ait joui d'un extraordinaire prestige parce qu'il était humain, qu'il était proche de ses poilus, qu'il veillait à ce qu'ils aient une soupe chaude, à ce qu'ils aient des permissions, à ce qu'il ne soit pas une chair à canon, etc. Contrairement à d'autres généraux, qu'il a eu une stratégie défensive. D'ailleurs, le Pétain de 98, c'est le même que celui de 40, parce que finalement, le souci justement de sauver ce qui peut l'être, d'avoir une stratégie défensive, quand même penser qu'en 40, lorsqu'il est appelé, il y a quand même 100 000 morts, 2 millions de prisonniers, des millions de Français et de Belges qui fuient sur les routes, avec l'idée aussi des idées fausses qu'on avait sur les Allemands, qu'ils vont couper la parce qui datait de 98, qui coupaient la main, disait-on, aux enfants, etc., qui étaient des monstres, etc. Il ne faut quand même pas oublier qu'il y a eu cette germanophobie, enfin mal considérable depuis 1870 et pendant des décennies, alors qu'il ne faut quand même pas oublier qu'à l'origine, la France et l'Allemagne, à l'origine, c'est le même pays du temps de Charlemagne. C'est après le traité de Verdun que ça s'est séparé. Bon, il y a eu deux nations différentes, bon, très bien. Mais fondamentalement, c'est ridicule, quoi. Ces guerres fratricides qui ont détruit l'Europe, qui nous ont détruit, qui ont quand même tué le sang français et le sang allemand de l'autre côté. Enfin, je veux dire, cette jeunesse paysanne, il faut quand même penser que dans beaucoup de villages de France, parfois, il y avait un seul homme en âge de se marier qui restait après 98, et tous ces mutilés, tous ces gens blessés à vie, c'était absolument impressionnant. Quand on voit les monuments aux morts de nos villages, où il y a essentiellement des noms à consonance gréco-latine. Enfin, en tous les cas, c'est pas spécialement des consonances étrangères. Bon, eh bien, ça a été un désastre dont on ne s'est jamais remis, vraiment, hein, il faut bien le reconnaître. Et cette révolution nationale en 1940, elle arrive déjà bien tard. Bien. Surtout qu'il y avait déjà une dénatalité, hein, notamment pendant l'entre-deux-guerres. C'est pour ça qu'on avait essayé de mettre en place une politique nataliste, qui a été complètement abandonnée par la Ve République, hein, d'ailleurs, cette politique nataliste, en même temps qu'on favorisait l'immigration de peuplement, qui est une immigration de remplacement, de substitution. Aujourd'hui, le mot n'est pas excessif. Donc c'est une forme, non pas de suicide, comme disait Moore, mais de suicide organisé. Hein. C'est pas un suicide français, c'est un suicide qui a été organisé. Il y a des gens qui ont voulu cela, ce qui est assez évident. Et donc, face à cela, il convient de débusquer un certain nombre de mensonges. Alors, ça n'est pas toujours simple, parce que c'est vrai qu'il y a des sujets qui sont tabous. Par exemple, tout ce qui a trait de près ou de loin au révisionnisme historique, immanquablement, si vous abordez ces questions-là, vous avez toutes les chances d'avoir un procès, d'avoir une condamnation qui est d'ailleurs de plus en plus lourde maintenant, puisque d'abord, il y a toute une série d'associations qui viennent se greffer, dont celle de Goldanel, Avocats sans frontières. Moi, chaque fois que je des procès, j'ai Avocats sans frontières. Bon, de Goldanel, il faut le savoir, ça. Donc, quand vous voyez toute une partie de la droite nationale qui a les yeux de chimène pour cette personne, c'est quand même hallucinant. Bon. Et donc, il faut bien avoir conscience que, à partir du moment où une question est tabou, c'est qu'elle dérange finalement. Et pourquoi le professeur Forisson a été à ce point persécuté, diabolisé, boycotté? C'est tout simplement parce que, par ses travaux et ses conclusions, il mettait en question le système mondial sur lequel le monde repose depuis 1945, c'est évident. Quelqu'un a dit, et j'en finis par là, le révisionnisme, c'est la grande aventure intellectuelle de la fin de ce siècle. Sur le moment, j'ai trouvé que la formule était un petit peu pompeuse. C'est en 1987 que je l'ai entendue pour la première fois. Mais à la réflexion, eh bien, il me semble que c'est vrai. Parce que j'ai cherché et je ne vois pas d'autre aventure intellectuelle. Je ne vois pas quelque chose qui, dans le domaine de l'intellect, puisse vous coûter dans votre propre vie tellement cher.
Si Frisson a raison, tous les fondements du système dans lequel nous vivons sont ébranlés. Et c'est aussi simple que ça. Donc c'est la raison pour laquelle le système qui vise à sa préservation, à sa consolidation, à sa pérennité, eh bien, réagit violemment, réagit avec les moyens dont il dispose, et qui sont nombreux, dont évidemment la persécution judiciaire, le lynchage judiciaire, et aussi le lynchage médiatique. Il n'est que de voir quand il est mort, Frisson, les dépêches, mort d'un falsificateur, d'un menteur professionnel, voilà. Et donc c'est frappant. Et il n'y a aucune haine, et aucune trêve et aucun répit dans la haine de ce point de vue-là. Et ce sont ceux-là même qui nous parlent le jour de haine qui eux-mêmes professent la haine, voilà, de manière permanente. On le voit par exemple avec le maréchal Pétain, qui n'a même pas pu avoir ne serait-ce qu'une fleur sur sa tombe, qui a d'ailleurs été vandalisée le jour du 11 novembre, tout un symbole. Bon, eh bien, voilà, ça en dit long. Ce sont des gens qui sont étrangers à la France. C'est le Mitterrand, qui a été un président tout à fait nocif, finalement, une des rares choses intéressantes dans Mitterrand, c'est le début de sa vie et c'est la fin, quoi. Après, tout acheté, bon. Mais, à la fin de sa vie, face à El Kabbach, rappelez-vous, je me rappelle très bien, à un moment, il dit « Voulez-vous que je me convertisse ?» Bon. Et par ailleurs, lorsqu'on interroge El Kabbach qui insiste en disant mais quand même, il faudrait quand même condamner la France pour ce qui a été fait pendant l'occupation, etc. Que dit Mitterrand? Il dit tout cela, c'est l'entretien de la haine. Dans 100 ans, il demandera encore ça, c'est l'entretien de la haine. Et lorsqu'il va quitter l'Élysée, je dis, pour ça il lui sera beaucoup pardonné, lorsqu'il va quitter l'Élysée le 17 mai 1995, qui prend un dernier petit déjeuner avec l'académicien Jean de Romesson, une carpette absolue, Jean de Romesson. Bon, des aristocrates comme ça, il n'y a pas besoin. Bon. Mais fondamentalement, que lui dit-il, évoquant avec de Romesson lors d'un petit déjeuner la campagne médiatique contre Mitterrand sur la Francisque, sur son amitié avec Bousquet, François Bousquet le célèbre, hein, pas la Nouvelle Librairie. René. Voilà, René Bousquet, hein, le collaborationniste, pas le national-sioniste. Le grand, pas le petit. Non. Bon, bref. Que disais-je avant d'être grossièrement interrompu pour moi-même? Oui, donc je disais fondamentalement que, en l'occurrence, Mitterrand, que dit-il à Jean de Romesson ce jour-là? Il dit, vous voyez dans cette affaire, l'influence, je cite texto, l'influence puissante et nocive du lobby juif. L'influence puissante et nocive du lobby juif, voilà. Mettez ça sur votre cheminée. Voilà. c'est ça fondamentalement. Et tous les jours on le voit. C'est pas une obsession de ma part. Encore qu'il y ait des obsessions légitimes. Parce que finalement, comme je le disais, j'ai eu l'occasion de le dire, le champion qui veut gagner Roland Garros, il y pense matin, midi et soir. Il pense la nuit, il mange en fonction de cela, il travaille en fonction de cela. Le musicien qui fait une symphonie, il y pense jour et nuit. Donc tous les gens qui ont fait de grandes choses, ils ont eu des obsessions légitimes. Le fiancé qui ne penserait jamais à sa fiancée, c'est inquiétant. Pour la suite, bon, voilà. Serait-il le dernier chic amoureux d'être modérément amoureux de sa femme? Bon, c'est inquiétant, bon, voilà. Donc, la modération n'est pas toujours forcément une bonne chose, hein, ça dépend quoi, évidemment, bon, voilà. Alors, donc, ce dont il faut avoir conscience, c'est que fondamentalement, il y a effectivement, qui se manifeste, je dirais, de manière même de plus en plus massive, mais quand vous regardez toute l'histoire de la Ve République, tous les présidents de la Ve République, même les plus judéophiles, les judéo-serviles, judéo-soumis, judéomanes, bon, eh bien, ils ont tous eu des problèmes à un moment donné. Regardez De Gaulle. De Gaulle, à chaque fois qu'il est revenu au pouvoir, il est dans ses wagons des juifs et des francs-maçons. Ils les avaient déjà à Londres, avec René Cassin, avec Maurice Druon, etc. Il fait d'un premier ministre, il fait d'un petit-fils de rabbin, Michel Debré, un premier ministre de la France. Il est très ami avec le père de la pilule contraceptive, Lucien Neuwirth. Bon, eh bien, De Gaulle, voilà, bon, on sait l'attitude qu'il a eue vis-à-vis de Maréchal Pétain. Bon, eh bien, en 67, avec ses propos au moment de la guerre des 6 jours sur le peuple d'élite sûr de lui et dominateur, il se met à dos la communauté. Pompidou, qui venait de chez les Rothschild, qui, dans toute sa politique, a fait le jeu du cosmopolitisme, de la finance anonyme et vagabonde et apatride, en favorisant l'immigration de masse, en faisant en sorte que cela pèse à la baisse sur le salaire, hein, voilà, comme le disait lui-même, etc. En 72, pour la grâce partielle qu'il a donnée à Paul Touvier, le milicien Paul Touvier, il a également mis en cause pour le lobby. Et Probre dit dans sa conférence de presse qu'il fallait tourner la page de ce temps où les Français ne s'aimaient pas. Allons-nous éternellement entretenir saignantes les plaies de nos désaccords nationaux? Le moment n'est-il pas venu de jeter le voile, d'oublier ces temps où les Français ne s'aimaient pas, s'entre-déchiraient et même s'entretuaient,
Et je ne dis pas ça, même s'il y a ici des esprits forts, par calcul politique, je le dis par respect de la France. Et de la même manière, même Giscard, qui était quand même très cosmopolite, très européiste, le libéralisme avancé, etc., en 80, avec l'attentat de la rue Copernic, ainsi que Raymond Barre, son Premier ministre, ils sont mis en cause parce que leur action n'a pas été jugée suffisamment compatissante. Vous aviez dit, au moment de l'attentat de la rue Copernic, il y avait 3 morts, vous avez dit votre indignation devant cet attentat odieux, qui voulait frapper les Juifs se trouvant dans cette synagogue, et qui a frappé des Français innocents. C'est l'expression de Français innocents sur laquelle je voudrais revenir. Parce que c'était des Français qui circulaient dans la rue et qui se trouvent fauchés parce que on veut faire sauter une synagogue. Sur cette affaire, je considère que le lobby juif, pas seulement en ce qui me concerne, est capable de monter des opérations qui sont indignes. Et Mitterrand, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc c'est dire qu'on n'en fait jamais assez face à un lobby qui en veut toujours plus et qui en demande toujours davantage. Voilà. Et d'autre part, il y a une autre dimension également, c'est que il y a la défense, je terminerai par là, de notre civilisation historique, donc défense de ce qu'a été notre histoire, de ce qu'ont été nos traditions, de notre morale, de nos racines, de notre foi. Et parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment le règne du nihilisme, le règne... c'est l'abdication de tout ce qui a été la France, l'Europe, l'Occident. Et c'est la raison pour laquelle il faut, me semble-t-il, d'abord essayer d'évoquer les grandes figures de ce qu'ont été notre pays, notre continent, notre civilisation, mais également d'être fidèle à un certain nombre, je dirais, de principes plutôt que de valeurs, de principes directeurs, parce que les valeurs, il y a des valeurs mobilières. Bon, voilà, nous n'avons pas les mêmes valeurs. Donc je préfère parler de principes et de vertus, au sens où l'historien Jean de Viguerie parlait de la France des vertus. Et c'est ce à quoi, il me semble, il faut défendre la fidélité à la parole donnée, la fidélité à ses convictions, la fidélité à ses engagements. Et c'est cela qui peut redonner une flamme, parce que je pense qu'il est important d'avoir en soi une flamme qu'il faut essayer de diffuser, qu'il faut essayer d'éteindre. Moi, je ne suis pas, comme disait notre ami tout à l'heure, je ne crois pas à vue humaine ou à court terme à des prises de pouvoir. Je crois que c'est illusoire, me semble-t-il, de penser cela, sauf si c'est du nationalisme cachère qui m'intéresse pas. Bon. Mais fondamentalement, ce qui est important, c'est de rester intransigeant sur les principes et d'essayer de conserver, et si possible faire croître des braises qui redeviennent un jour peut-être des flammes, un feu de joie, en étant fidèles à ce qu'ont été nos ancêtres, nos aïeux, ce qu'a été cette belle terre de France, ces magnifiques paysages, ces terroirs, ces racines. Et les âmes qui brûlent. Voilà, les âmes qui brûlent, comme disait Léon de Grelle, les âmes qui brûlent, et ne faire aucune concession, et en gardant en soi une espérance invincible. Voilà, merci.